Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Camille Autreux. Je suis cofondateur de l'agence 4060. 4060, c'est une agence de service design, mais aussi de design de produits digitaux. Donc, je vais vous présenter un peu en détail ce qu'on fait. Euh, du coup, de manière globale, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter 4060, et puis après, on va rentrer au fur et à mesure dans qu'est-ce que ça veut dire penser son produit digital, quelles sont les différentes étapes pour passer effectivement des premières idées jusqu'au prototypage. Donc certains en sont jusqu'à peut-être à cet endroit-là, jusqu'à ensuite passer de mon proto ou MVP jusqu'à mon produit que je vais vraiment soit scaler ou soit lancer pour la première fois. Et puis ensuite, on va tirer un petit peu les apprentissages et les différents outils qu'on va pouvoir voir à ces différents niveaux-là. Donc globalement, ça va être autour de ça. Mais premièrement, trois petites slides sur 4060, juste pour que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Alors 4060, on est une agence de design. On est depuis 2 ans au School Lab. Donc on ne fait pas partie des programmes d'incubation, on est plus la partie résidente et on a l'habitude de venir coacher les startups, faire des workshops, les bootcamps, etc. Donc certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu. Nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on est assez pluridisciplinaire sur le design. C'est vraiment la pensée design de manière générale. Vous avez sûrement entendu parler du design thinking. Et ben ça, c'est juste la pensée du designer. Et nous, on l'applique cette pensée vraiment dans tous les types de produits. Donc, on a aussi bien des designers, que des développeurs, que des marketeurs, ce qui permet de comprendre l'entièreté de la chaîne du produit. On a trois grands types d'activités chez 4060. Première, c'est la formation. Donc là, c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre. C'est la 40 Academy, des workshops, etc., etc., où du coup, on partage la manière de voir le design, que ce soit donc du produit, de service ou de l'innovation. Ensuite, on a Innovation Lab qui permet de penser des services d'innovation. Donc, on n'est pas forcément dans le digital. Là, c'est vraiment les interactions, les écosystèmes complexes et on va réussir à mettre ça ensemble pour créer un produit ou un service innovant. Et ensuite, on a la troisième activité qui est Digital Product, où là, c'est vraiment penser les produits digitaux, des sites web, des applications, etc., etc. Donc, tout ça dans des choses assez innovantes à chaque fois. Et donc là, on est à la croisée du Digital Product et Design Academy, où justement, c'est une formation qui va être très axée sur l'UX. Bon, je passe très rapidement sur les expertises, juste pour que vous sachiez. Mais voilà, on a une partie très UX UI qui correspond à Digital Product, où on conçoit de A à Z les interfaces. On a forcément la User Research, donc là, qui va aussi bien dans Digital Product pour bien comprendre les intentions utilisateurs, mais aussi dans Innovation Lab, etc. Après, Design Fiction, ça c'est beaucoup plus avec des grands groupes. On va réfléchir à la stratégie sur 15, 30 ans en fonction du modèle social, les modèles sociaux qui évoluent. Et donc ça, c'est vraiment la pensée centrée utilisateur qui permet de faire ça. Le service design qui, comme je vous l'expliquais, permet de créer des écosystèmes organisationnels avec des processus qu'on va améliorer, etc. Donc, c'est vraiment des gains de temps et de productivité. Et puis après, on a différentes autres missions qui sont autour de la croissance, donc growth hacking et design hacking, qu'on travaille avec des partenaires. Donc voilà. Mais venons-en tout de suite à vous et à ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce workshop UXUI, ou sinon on peut la nommer un petit peu différemment, c'est comment penser son produit de A à Z en passant de l'observation, du proto, du MVP jusqu'à la conception finale de mon produit et sa scalabilité. Donc c'est très large. Forcément, on va pas pouvoir parler de tout aussi bien en détail qu'on le voudrait, mais c'est en tout cas un début. Et ceux qui souhaiteront continuer la conversation seront les bienvenus. Alors, déjà, quelle est la différence entre UX et UI? Pour commencer. J'imagine qu'il y en a pas mal qui le savent, mais très souvent, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très connu. L'UX, c'est ce qu'on appelle la user experience. C'est la manière de réfléchir en amont de mon écran, penser les parcours, penser l'organisation de ces écrans, penser ce qu'on appelle l'architecture d'information. Et donc ça, c'est toute la partie un petit peu cachée de l'iceberg. Ensuite, on va avoir l'UI. L'UI, c'est la user interface. Et donc là, c'est vraiment toute la partie visible, le graphisme, l'esthétisme, que ce soit aussi les animations. Et donc c'est là où on a vraiment plus l'identité graphique du produit. Donc forcément, ces deux sont liés. C'est pour ça qu'on appelle ça du design UX/UI. C'est ce qui permet de faire des écrans. On peut avoir des designers qui sont spécialisés dans l'UX, d'autres dans l'UI.
Nous, chez 4060, on est convaincu que l'UX, lui, un designer doit aussi bien penser le beau que le fonctionnel. Donc, parce que c'est comme ça que doit être pensé un produit. Donc, je vous invite aussi à réfléchir de cette manière-là. Voilà. Alors, plus imagé, voilà à quoi ressemble un peu l'UX UI si on pense autrement que à travers juste des écrans. Donc, c'est vraiment toute la préparation, ça va être l'UX, ça va être vraiment la réflexion qu'il va y avoir en amont, et l'UI, ça va être la manière de savoir s'en. Donc, il faut savoir que ils sont très connectés, les deux, et finalement, l'UI doit être la retranscription de l'UX. C'est-à-dire que l'ergonomie doit pouvoir suivre la fonctionnalité. Si je fais un UI qui n'a rien à voir avec mon UX, eh ben, j'ai raté mon produit. Alors, on va rentrer un peu plus en détail, et on va définir un petit peu qu'est-ce que c'est l'UX. Là, ce que je disais, c'était la partie un peu immergée de l'iceberg. En 5 grands principes, le premier principe de l'UX, il remonte finalement très en amont de la stratégie. C'est cette partie stratégique où on va identifier les besoins utilisateurs et les besoins que je vais devoir mettre dans mon produit. Donc à travers ça, j'imagine que, comme je vous disais, vous devez connaître le design thinking, et c'est ce on commence par ça donc dans les programmes avec le bootcamp. Et le design thinking va aider déjà à construire cette stratégie. Ensuite, le deuxième, ça va être le scope. Quand je crée un produit digital, eh bien, une fois que j'ai défini la stratégie de OK, qu'est-ce que je veux faire, c'est un peu finalement le concept, et ben c'est comment je veux le faire maintenant. Est-ce que je veux que ça soit une application? Est-ce que je veux que ça soit un site web? Est-ce que je veux que ça soit un objet connecté avec un écran? Où on peut vraiment penser aussi de l'UX UI. Et ben tout ça, ça va être le périmètre fonctionnel. Et sinon, peut-être que je veux faire tout ça à la fois. Et donc là, ça va nous un petit peu conditionner dans qu'est-ce qu'on veut réaliser pour la suite. Et s'en suivra ensuite la structure. Une fois que j'ai défini finalement qu'est-ce que je voulais faire et comment je voulais le faire, il faut que je rentre dans le détail. Donc ça va être maintenant, étape par étape, quel va être le chemin que l'utilisateur va parcourir pour arriver justement à trouver une solution à son besoin. Ce qu'on appelle l'architecture de l'information ou le user flow. Vous allez voir qu'il y a plein il y a plein de mots en anglais parce que c'est surtout des méthodologies anglaises. J'espère que ça ne vous dérange pas. Mais donc voilà, là c'est la structure et je commence là à pouvoir anticiper un petit peu tous les différents parcours de mon produit. Ensuite vient ce qu'on appelle le squelette. Donc une fois que j'ai défini les grands parcours, je sais que là je vais avoir un parcours d'inscription, ensuite un parcours de paiement, etc. Donc je vais commencer à les dessiner. Et je vais dessiner un peu le squelette de chaque écran. Est-ce que du coup, je veux que le prix fasse telle taille, etc., etc. Donc là, c'est vraiment la disposition de l'information. Et là, on va voir tout à l'heure qu'il y a pas mal d'exercices pour aider à bien positionner toutes les informations dont on a envie de mettre en œuvre. Et pour terminer, c'est là où du coup, on fait le lien avec la user interface, l'UI. Et du coup, là, c'est vraiment tout ce qui va être l'expérience sensorielle, vraiment le visuel, le graphisme, etc., les animations. Et il faut que finalement, la dernière étape, la surface, soit le reflet des 4 étapes précédentes. Donc voilà comment fonctionnent les designers UX UI et comment vous devez réfléchir sur votre produit. Alors, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on crée donc un produit digital. C'est vraiment ça l'objectif. Donc ici, on peut voir l'expérience de Frishti, qui est finalement un produit qui est très complexe. Aujourd'hui, on a aussi bien une scène de livraison, de présentation de produits, etc., etc. Alors, déjà, ce qui est très important, c'est savoir quel est l'objectif de mon produit. Donc là, je vous ai mis une liste de produits et savoir que du coup, c'est des objectifs qui sont complètement différents entre ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, là, vous êtes une vingtaine en face de moi. J'imagine que vous voulez pas tous faire un site web, déjà. Donc, il y a soit des sites web, donc les sites vitrines, qui vont surtout présenter votre concept, des sites d'acquisition, donc là, c'est vraiment pour acquérir, et attirer des utilisateurs, peut-être à laisser leur adresse mail, peut-être à s'engager dans votre communauté, etc., etc. Faire pas mal de choses, mais en tout cas, vous montrer et augmenter votre visibilité. Ensuite, on a le e-commerce avec des fonctionnalités qui sont très particulières, avec des UX très particuliers qui doivent être axés vers la vente de vos produits. Et ensuite, on a les sites créatifs. Donc, sites créatifs, c'est ce qu'on va appeler les sites très expérientiels, où du coup, en général, c'est ce qu'on va retrouver pour un musée, des choses comme ça. Mais vous pouvez très bien avoir une expérience très forte
et proposer quelque chose de très différenciant sur votre site. Donc en général, c'est sur des sites uniques et innovants. Donc ça, c'est vraiment la partie, ce qu'on appelle site web. Et tu as la deuxième colonne qui, en ce qu'on va plus appeler un produit digital. Et à travers ça, on a 4 grands produits. On va voir les applications mobiles. Donc là, c'est ce qu'on appelle un peu faire du natif. Donc c'est une application que tu vas télécharger sur un store. Et donc ça, c'est une manière aussi assez particulière de designer, très pensée, très orientée sur forcément le mobile ou les tablettes. On va voir ce qu'on appelle les sites PWA, donc c'est Progressive Web App. L'idée, c'est de représenter les applications mobiles, mais directement sur le web. C'est-à-dire que je me connecte à un site et j'ai l'impression d'être sur une application. Donc aujourd'hui, techniquement, c'est complètement possible, depuis pas mal d'années déjà. On peut avoir des différents éléments de navigation propres aux apps, mais du coup sur des sites web. Et c'est des choses qui sont très intéressantes parce que du coup, les mises à jour se font avec beaucoup plus de souplesse. On peut tester de manière beaucoup plus simple son produit et le faire évoluer de manière beaucoup plus économique qu'à chaque fois faire des releases sur l'Apple Store, par exemple. Donc très intéressant, surtout pour les startups qui s'orientent très beaucoup vers ça. Ensuite, on va voir les plateformes SaaS, donc c'est Software as a Service, as a Solution. Et alors là, c'est un peu la même idée que les PWA, sauf que c'est plus pour les logiciels. Donc en gros, j'ai accès à ça sur Internet, c'est ça qui est très intéressant. Tout à l'heure, je vous montrais quelques exemples. La particularité de ces plateformes, ça ressemble vraiment à un site web, hein, sauf qu'on n'est pas dans des sites vitrines, ni des sites d'acquisition, ni du e-commerce, on est vraiment sur des parcours qui sont beaucoup plus complexes. En général, c'est du dashboard pour paramétrer certaines choses, etc. Donc voilà. Et ensuite, on a le back-office. Donc, alors là, c'est des logiciels qui sont beaucoup plus aussi complexes, qui permettent de gérer des flux logistiques et des flux d'informations. On va surtout retrouver ça dans des grandes industries, surtout dans des grandes entreprises. Mais au niveau startup, on peut aussi avoir besoin de son back-office pour gérer certains flux. Très souvent, c'est des choses qui sont beaucoup plus chères, donc on prend des choses qui sont déjà faites. Et parfois, on a besoin de le personnaliser, donc on a besoin d'avoir des UX qui correspondent à cette expérience. Donc voilà. Avant de rentrer vraiment en détail dans comment réussir à faire ces UX et ces écrans, là, la première chose que je vous ai montré, c'était vraiment la première réflexion autour de votre produit, c'était l'objectif de votre produit. Et là, c'est la logique que vous devez avoir. Donc, il y a ce qu'on appelle une logique UX et ce qu'on appelle une logique product. Vous avez sûrement déjà entendu parler de product design pour parler de concepteur d'interface, de la même manière que UX UI. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que la logique UX, c'est beaucoup plus ce qu'on va retrouver dans la partie rouge. C'est je vais commencer à créer mon produit. Donc, je pars de la genèse jusqu'à le lancement. Ça, c'est la logique UX-UI. Les compétences entre UX et product, c'est quasiment les mêmes. C'est juste qu'il y a la manière de gérer le projet qui change, où du coup, la logique product, c'est beaucoup plus ce qu'on va retrouver en jaune. On va mélanger ce qu'on appelle le lean et l'agile, pour justement, une fois que mon produit il est lancé, il est live, et ben, je vais devoir l'améliorer en continu. Donc, c'est là où j'ai des équipes qui vont gérer le produit, une fois qu'il est devenu produit parce qu'il est lancé sur le marché. Donc voilà, juste pour éclaircir les notions. Alors, il y a aujourd'hui 3 grandes étapes que je voudrais vous présenter pour réussir son produit. C'est ce que je vous ai un peu présenté en introduction. C'est ce qu'on appelle du coup l'observation, ce qui va permettre de comprendre les besoins utilisateurs, le prototypage et MVP, et ensuite la conception. Et donc là, la conception, ça va vraiment être comment je passe de mon MVP à un truc scalable. Alors, l'observation, vous l'avez déjà vu dans la méthodologie type design thinking, et je mets vraiment un point d'honneur à le remettre ici. Parce que c'est très important de comprendre ses besoins utilisateurs pour créer son produit. Très souvent, on bâcle cette étape et on se lance directement dans son prototype, etc., etc. Alors que l'observation, ça permet de vraiment limiter les erreurs, de vraiment réussir à mieux comprendre qu'est-ce que l'utilisateur et de créer des prototypes ou des MVP qui vont réellement faire la différence. Sinon, je prends un prototype et un MVP d'un truc qui existe déjà, qu'on a déjà vu 1000 fois et du coup qui ne va rien valider. Donc, c'est très dommage. Donc, l'observation permet de vraiment prendre un coup d'avance. Alors, on va rentrer dans ces 3 étapes. C'est vraiment ici, là, le cœur du workshop. Première étape qui est l'observation.
Donc, je ne vais pas rentrer autant en détail parce que vous l'avez déjà vu dans d'autres workshops, mais en gros, l'observation, ça permet de savoir déjà pour qui on va designer cette solution et qu'est-ce que les gens ils vont faire. Donc, du coup, c'est tout un tas de différentes outils que je vais utiliser, donc que ce soit des interviews. Alors là, typiquement, on a le guide de l'entretien. Même avec le Covid, aujourd'hui, on peut continuer à faire ces entretiens à distance en envoyant des invitations via différentes Zoom, Webex, etc. Mais continuez à faire des entretiens, à récolter de l'information utilisateur et au fur et à mesure que vous créez quelque chose, eh bien, récolter de la data, des verbatim pour savoir si les gens veulent telle fonctionnalité ou pas, de quelle manière, etc. Et ensuite, ça, il faut analyser cette data, pardon. Donc, nous, on a 3 grands outils que je ne vais pas forcément développer ici parce que c'est vraiment l'objet d'un autre workshop. Carte de l'écosystème qui permet de comprendre voilà, les différents acteurs qui entourent mon produit. Le persona qui permet de vraiment rentrer en empathie avec les utilisateurs et de comprendre quels vont être forcément leurs réflexes. Et la journée map qui permet de séquencer un petit peu les différentes aventures que vont vivre un utilisateur en particulier et de savoir à quel moment est-ce qu'il a vraiment plus besoin d'un produit ou de l'autre. Et donc ça, c'est ce qui permet vraiment de différencier, de proposer des fonctionnalités par rapport à d'autres. Typiquement, ça ressemble à ça, voilà, quand on s'applique à le faire et que du coup, on commence à avoir pas mal analysé et qui nous permet de récolter des informations. Donc voilà pour la partie observation. Que j'imagine que vous avez déjà fait à ce stade du coup de l'incubation. Et aujourd'hui, vraiment le cœur ici, ça va être le prototype et le MVP, dont l'objectif du prototype est surtout de tester pour économiser de l'argent et du temps. Donc le test, c'est vraiment l'objectif principal. Si vous faites un prototype pour pouvoir le tester, pas pour ne pas le tester et finalement juste vous faire kiffer et dire ok, bon, on va lancer ça parce que c'est beau. Non, c'est un crash test, c'est vraiment ça l'objectif. Et en plus, on sait à quel point aujourd'hui ça coûte de l'argent de faire des produits, etc. Bon, on va regarder plus tard pas mal de manières de faire des prototypes très avancés qui économisent de l'argent, mais on reste au stade du proto quand on parle de nos codes. Et quand on passe vraiment sur une solution qui est beaucoup plus ce qu'on appelle custom, qui est votre produit que vous avez créé vous-même, là, ça coûte de l'argent. Donc, faire le proto, ça économise vraiment ça et beaucoup de temps aussi. Alors, juste pour prendre un petit peu un pas en arrière, comprendre comment et pourquoi on fait des prototypes, ça a une histoire le prototype finalement. Déjà, c'est né dans l'histoire de l'art où avant de faire donc vraiment sa sculpture, on commençait à l'esquisser, à la dessiner, à comprendre les proportions, à savoir ce que je vais faire. Pareil, dans l'architecture, ça permettait de anticiper justement les formes, anticiper le fonctionnement, les flux de personnes qui vont passer d'un endroit A à un endroit B, d'une salle à l'autre. Puis après, tu commences à monter une maquette, etc. Donc, c'est vraiment cet exercice d'itération. Je dessine, puis après, je fais une maquette, et puis après, je fais une maquette un peu plus grande, et puis après, je fais une 3D, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment la même logique qu'on va avoir dans le design UX, UI, dans le design des interfaces. Donc, aussi, ce qu'on retrouve en design industriel, quand par exemple on fait des concept cars, ici c'est des voitures un peu concept, ils les dessinent, puis après ils font des maquettes, puis après ils font des maquettes échelle 1, et puis après ils font justement des petites séries, etc. C'est vraiment cette notion d'y aller peu à peu, de sécuriser le résultat. Alors, maintenant qu'on parle de proto, on est à fond dans le proto, il y a 3 grands types de prototypes. Il y a le prototype UX qui, du coup, lui, va vraiment se concentrer sur la navigation et sur les différents parcours. Parce qu'on n'a pas encore pensé à la user interface. Donc, c'est vraiment ce qu'on va appeler le low fidelity. On va pouvoir tester des choses, mais ça va pas ressembler fidèlement à mon produit final, ça c'est sûr. Et ça permet de valider des manières de fonctionner, des parcours ou des usages. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant de le faire très en amont. Le deuxième type de prototype, ça va être le prototype UI. Donc là, ce qu'on appelle du high fidelity. Donc UI, là, vous avez compris, on est vraiment on a appelé du graphisme, etc. Et donc, on est en train de plus tester notre identité et de tester sur aussi le fait que finalement, notre identité correspond à l'usage de notre produit. Donc là aussi, c'est très important de le faire à ce moment-là.
Et c'est aussi la dernière phase, un peu avant de se lancer dans son produit final qui est codé. Et sinon, on a aussi donc le proto, ce qu'on appelle code, qui est plutôt lui Real Fidelity. Et ça, c'est un peu tout ce que vous avez sûrement déjà entendu entendre parler, ce qu'on appelle le no-code, qui permet de très rapidement créer quelque chose qu'on puisse personnaliser plus ou moins, hein, ça dépend vraiment des outils. Et en tout cas, l'avantage de ça, c'est que on est directement sur quelque chose de cliquable, ça permet de gagner pas mal de temps et de pouvoir tester des propositions de valeur assez rapidement. Donc voilà, donc les trois ont vraiment des avantages assez particuliers. Celui qui est un peu différent des autres, c'est vraiment celui que le protocode, mais qu'il faut pas forcément privilégier. Ça dépend vraiment de son produit et de qu'est-ce qu'on veut tester. Normalement, l'objectif du prototypage, il va être dans le test. Et quand je parle d'objectif de tester, du coup, il faut vraiment réussir à savoir qu'est-ce qu'on va tester. Si c'est tester pour tester, on va rien apprendre. Il faut forcément avoir des KPIs derrière, savoir qu'est-ce que je veux apprendre et qu'est-ce que je vais modifier en fonction de ça. Ok. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Un petit focus donc sur la manière de faire. C'est ça qui vous intéresse. Donc normalement en workshop, je vous fais vraiment faire l'exercice de dessiner, etc. Mais là, du coup, je vais devoir vous inviter à le faire par vous-même dans vos projets. Alors le premier qui est très facile à faire en low fidelity, c'est le wireframe papier. Donc c'est hyper basique, hein. Vous savez tous faire des carrés, donc ça il n'y a pas de souci. L'idée ici, c'est de vraiment se concentrer sur à quoi va ressembler un peu l'intention de mon concept. Et du coup, je vais commencer à organiser mon information. À savoir ici que je vais mettre en gros telle chose, que j'aurai toujours le header. Donc le header, c'est vraiment la partie haute de mon écran qui va en général être des éléments de navigation. Donc je vais commencer à positionner ici mes différents éléments. Et je vais commencer du coup là concrètement à réfléchir sur mon produit et à commencer à lui donner un peu vie, à savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, et on s'en rend compte assez rapidement. Donc c'est une manière de s'exprimer. Il y a plusieurs manières de s'exprimer. Il y a la manière orale, il y a la manière écrite, et il y a la manière aussi du dessin. Donc c'est une manière en soi de réfléchir. Vous allez voir qu'en dessinant, on se rend compte de certaines choses, de certaines proportions, et ça c'est très intéressant parce que ça permet de, ok, je le raye et je continue à côté. Et du coup, on est capable de générer des dizaines et des dizaines d'idées de cette manière-là. Donc, vous allez voir que ça vous pousse à être plus créatif. Donc là, les règles sont assez importantes au niveau du wireframe papier, c'est d'y aller vite. Ça sert à rien de prendre, pour moi, typiquement, je prends jamais de règles ou des crayons de couleur où on va bien colorier. Là, typiquement, l'exemple qu'on voit, il est parfait. J'ai pas besoin de faire un carré exact, un rectangle exact. On comprend très bien que c'est un écran. Donc, allez-y vite. Vous prenez pas la tête. On montrera en qualité plus tard. Ensuite, itérer, comme je disais. Si je suis pas satisfait avec peut-être la disposition des images, la disposition de l'interface, et je vais itérer, je vais en dessiner plusieurs. Et donc, je peux tester en haut, en bas, sur le côté, tac, tac, tac. Et donc ça va très, très vite. Donc, l'idée, c'est de vraiment pas perdre de temps ici et d'être surtout co-créatif. Donc, en gros, de partager ça avec quelqu'un, de montrer. Tu montres, ah, ok, toi, tu as fait comme ça, moi, je le ferai plus comme ça, etc., etc. Donc, c'est un support de communication aussi. Ça qui est très intéressant. Et comme je disais, on passe du coup, c'est vraiment commencer à réfléchir. Le plus difficile, c'est un peu voilà la feuille blanche. Où du coup, ok, bon j'ai mon produit, comment est-ce que je le fais? Bon je sais qu'il y a certaines règles, mais je sais pas trop comment commencer. Donc voilà, le crayon, le stylo, ça libère, ça permet vraiment de commencer à réfléchir et de commencer à savoir ce qu'on ne veut pas faire. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, toujours en low fidelity, tu peux passer sur un format un peu plus digital. Mais pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que là, j'ai mon produit fini. Donc là, l'idée, c'est de avoir des choses un peu plus propres. Mais vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au produit final. Donc l'idée, c'est là, il faut vraiment se concentrer sur l'ergonomie, sur quelle va prendre un peu la place de mon contenu. Est-ce que je veux que quand on arrive sur mon site, ça soit une image en grand, ou est-ce que je veux que ce soit plein de petites images, ou est-ce que je veux que ce soit un texte avec une image sur le côté? Voilà, là, c'est à ce moment-là où du coup, je vais commencer à positionner mon contenu et à savoir un peu comment je vais le mettre en avant. Si ça permet de comprendre comment va fonctionner la navigation de mon produit. Du coup, si je fais un site web, j'ai un menu qui est en haut. Ou ça se trouve, j'ai pas de menu, c'est un menu bordé.
Ça se trouve, je vais naviguer par ce qu'on appelle des portes de mon site web. Il faut que je scrolle et quand je vais cliquer sur des grandes cases, ça va m'emmener vers les pages produits. Donc voilà, c'est comme ça que je dois réfléchir et ça me permet de avancer sur la création de mon produit. Donc là, il faut vraiment bannir les couleurs. On n'est pas du tout dans la réflexion graphique, on est vraiment sur la réflexion de l'usage. Et donc ici, l'idée, c'est de commencer aussi à utiliser du contenu réel. Donc, commencez à utiliser les bons wordings, les titres, etc., les descriptions de vos produits. Et là, ça vous permettra de voir un peu quelle place ça prend, comment est-ce que vous voulez mettre ça en place. Donc voilà, donc l'idée, c'est de rester sur des choses simples, on utilise des carrés, etc. Puis après, plus tard, on passera sur des choses graphiques avec des fantaisies un peu plus graphiques. Il y a différents outils qui sont utilisés, pardon. Mais personnellement, après avoir utilisé pas mal de choses, ce que je vous recommande, c'est Figma. Alors, je sais pas s'il y en a certains qui ont entendu parler de Figma. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Parce que ça permet très rapidement d'avoir ces choses-là. Donc, le premier avantage... Ah, mais attends, c'est vrai que je ne voyais pas. Ok, top. Donc, vous connaissez un peu Figma. Donc, Figma, c'est ici. Alors, attends, je vais recharger parce que c'est un peu sympa. Ils ont une petite animation. Ah non, ok. Ça m'a mis dans mes... Dans mes... Tac, voilà. Ici, alors, Figma, là, le premier truc qu'ils vous font comprendre, c'est que c'est collaboratif. Donc, c'est quelque chose qui est génial, c'est que vous pouvez travailler vous-même avec votre équipe, ou si vous sollicitez un designer, vous pourrez travailler directement sur le même fichier. Et vous pouvez, par exemple, écrire là où lui, il met juste peut-être des compositions d'images. Donc, vous pouvez rajouter votre texte. Et donc, ça, c'est génial, c'est collaboratif. C'est l'un des outils aujourd'hui les plus puissants pour la création d'interfaces. Même si on peut faire des choses très simples, comme je vais vous montrer. Ensuite, ce qui est génial avec Figma, c'est que c'est gratuit. Complètement gratuit. Bon, il y a une version payante, mais ça, c'est pour des équipes plus professionnelles. Voilà. Donc, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez très bien avoir gratuit autant de temps que vous voulez, autant de projets que vous voulez. Et donc, c'est aussi ce qu'on appelle une plateforme SaaS, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai pu y accéder à mon interface depuis mon navigateur. Je suis sur Chrome. Alors moi, je vous conseille aussi sinon de le télécharger. Voilà, là, je l'ai téléchargé. Là, je l'ai en mode logiciel. Donc, très rapidement, pour vous montrer comment faire ces wireframes low fidelity, on va commencer ici par créer ce qu'on appelle des frames. Donc, c'est ici une frame, c'est ce qui permet de dire, OK, ça, c'est mon écran. Alors, pas de souci, pas besoin d'avoir le bon truc. Je clique ici et je dis que je veux un iPhone 8. OK, ça me fait un iPhone. Donc là, j'en ai deux. Alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites des applications, des sites web, etc., prenez une capture d'écran de quelque chose que vous aimez bien. Comme par exemple, là, j'ai pris celle-là, hein, une interface classique qui est de LinkedIn. Et pour vous rendre compte un peu des proportions. Parce que quand vous allez commencer à dessiner, forcément, ça va pas être très juste. Vous avez la première intention. Ça, c'est plus le papier. C'est pas très grave, on n'a pas forcément les bonnes proportions. Par contre, quand on commence à rentrer sur du format un peu plus digital, comme ici avec Figma, eh bien, ça va être important quand même de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre image. Donc ici, c'est très simple. Hein, on va utiliser les fonctionnalités primaires, comme le rectangle. Hop, et je vais faire un rectangle, je vais faire en sorte que ça ressemble plus ou moins à ça. Donc là, j'ai mon header, très bien. Donc ici, je peux changer la couleur si je veux, etc. Donc vas-y, je vais le mettre en noir, par exemple. Je veux la barre de recherche, je reprends un carré, ici. Je mets un carré dans mon carré. Hop, ici. Voilà. Donc j'ai plusieurs fonctionnalités d'alignement. Ici, je le mets au centre. Ça, c'est après assez facile à comprendre. C'est plutôt indiqué, on a les couleurs, etc., etc. Et au fur et à mesure, ici, je vais pouvoir commencer à créer mon premier bloc. Ici, je sais que je veux du coup afficher tel produit, ici tel produit. Du coup, on va dire que j'en veux deux à chaque fois. J'ai plusieurs outils là, vous allez voir, c'est assez instinctif. Hop. Donc j'ai mes produits et du coup, je veux qu'il y ait un petit truc un peu arrondi sur mes images. Hop là, voilà, un peu rond. Très bien. Bon, là, j'ai déjà un petit peu les premières intentions et j'ai quelque chose de un peu plus fidèle par rapport aux proportions que j'avais envie. Donc voilà. Ça, déjà, voilà, c'était pour le petit tips sur Figma. Et vous pouvez très rapidement arriver à des choses comme ça, avec des carrés gris, etc., et mettre du texte. Alors pour le texte, hein, c'est très simple. C'est ici texte. Je clique. Hop. Là, je mets titre. Je sélectionne. La typo.
Roboto, ici j'ai tout, hein, c'est voilà, comme d'habitude. Et je peux mettre des différentes graisses. Et voilà, ici je commence à pouvoir prototyper mes premières expériences. Donc voilà, là on est au tout début, on est à la genèse de mon produit. Alors, quelques petits conseils ici pour bien réussir à créer vos interfaces et pas commencer à faire un petit peu n'importe quoi. Donc il y a des règles, là je vais commencer à vous expliquer un peu des règles d'ergonomie. Première règle d'ergonomie, ça va être la hiérarchie de l'écran. Donc, les utilisateurs, ils se comportent de certaine manière. Donc, à travers certaines analyses qu'on peut faire aujourd'hui grâce à certains outils, on peut ce qu'on appelle à travers le tracking d'écran, voir comment les gens regardent et comment ils ont l'habitude de regarder. Et du coup, en tant que designer, quand tu vas créer ton interface, eh bien, tu vas essayer de composer ton écran pour guider le regard. Le regard en Z, c'est quelque chose de très classique. Donc, on va le retrouver ici sur Facebook. Paf, l'identité, on commence par le logo. Ensuite, par vraiment l'action de se connecter, etc. Et ensuite, on va retrouver sur les images. Et puis après, à la fin, sur le call to action en vert, qui permet d'ici de aller commencer à créer son compte. Donc, alors, le call to action, soit on le met en 4, soit on le met en 3. Parce que quoi qu'il arrive, le regard, il finira par ici. Ça dépend du nombre d'éléments qu'on a. Donc, ça, c'est un peu la première règle à respecter, c'est réussir à guider le regard. Ensuite, la ligne de flottaison, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir qu'il y a entre 70 et 80% des gens qui ne vont pas aller en dessous de cette ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ce qu'on va retrouver en rouge, c'est le fait de scroller sur son écran. Quand j'arrive, je vais vous montrer plus précisément, voilà. Quand j'arrive sur Adalo, c'est un truc que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a 70 et 80% des gens qui ne vont pas aller en bas, qui ne vont pas faire cette action de scroller. C'est pour ça que on remarque que c'est très clair, il y a beaucoup d'explications. Enfin, c'est très bien expliqué, c'est très simple et très bien expliqué avec aussi des boutons qui m'engagent à l'utiliser. Donc ça, c'est la logique de la ligne de flottaison, de la logique des sites d'acquisition aussi. Donc voilà. Donc en gros, à prioriser, vraiment, on doit comprendre votre produit dès la première page. Et puis après, tout ce qui se passe en dessous, c'est du plus, c'est du bonus. Parce que sinon, vous perdez vos utilisateurs. Ensuite, c'est très important de réfléchir à la hiérarchie de ces textes. Donc, quand on fait des wireframes, on commence à mettre des formes, à mettre des lignes ici en disant, OK, il y aura un texte. Il faut penser vraiment à quelle va être la hiérarchie de cela. Des gros titres, des petits titres, etc. C'est ce qui va permettre de guider le regard, beaucoup. Ça entre beaucoup dans la composition. Alors, il y a à peu près 2 styles de manière de naviguer à travers les écrans. Tu as vraiment plus les gens qui vont avoir 40 ans, 45 plus, qui du coup, eux, vont vraiment prendre le temps de tout lire, tout regarder, etc. Et ils vont avoir du mal à scroller en général. Ça dépend, hein. Mais il y en a qui vont scroller ou pas, mais en tout cas, ils vont surtout lire, ils vont regarder le contenu. Tout ce qui va être en dessous de 30, 35, tu vois, et plus c'est jeune, moins ça lit, ça c'est sûr. Donc en gros, c'est vraiment la culture de l'image, ça c'est la culture des réseaux sociaux, etc. Eh bien, ça veut dire que eux, ils vont lire que les titres et les images. Donc du coup, il faut travailler avec les deux en même temps, c'est très important. Et du coup, d'où l'importance de cette ergonomie et de bien travailler ces titres. Ok. Ensuite, on commence à avancer dans son produit. On a déjà, toutes ces maquettes en noir et blanc et on a validé, on a fait des tests utilisateurs, bien sûr, on les a présentés, on s'est dit que ça fonctionnait de cette manière. Et maintenant, on va vouloir faire en sorte que ça ressemble un peu plus à la réalité de notre produit, pour voir comment les gens ils réagissent à ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus le high fidelity. Ou sinon, on peut aussi appeler ça les maquettes UI. Alors l'idée ici, c'est de commencer à apporter son identité visuelle. Elle n'est pas forcément finie, c'est pas très grave. L'idée, c'est de la tester. On va commencer, il y aura forcément plusieurs itérations. Et comme je vous disais, l'ergonomie doit traduire vraiment la fonction que tu veux mettre en avant dans ton produit. Donc là, il y a quelques règles. Donc, commencer à avoir une identité visuelle. On va pas faire un truc en noir et blanc dans les maquettes. Donc, commencer à travailler les couleurs. Et ça, c'est très important. Les couleurs, il y a un côté très émotionnel donc chez les gens. Le fait que là, on le voit, le vert, c'est vraiment la notion de validation, de quelque chose de positif. Le rouge, c'est négatif. Donc, vous pouvez beaucoup travailler vos boutons comme ça, par exemple. Donc, commencer à savoir où est-ce que vous allez mettre telle image. Donc, on va commencer à travailler plus avec des images ou des icônes, avec des fonds de couleurs. Donc là, ça va vous permettre de commencer à réfléchir vraiment sur votre produit. Ensuite, deuxième règle, c'est respecter l'UX. Là, il y a beaucoup d'erreurs qui se font en UI parce que très souvent, on commence un peu à casser le chemin, on commence à trop changer la chose. Donc,
Ça peut être normal, mais non plus, il faut toujours garder en tête que vous avez des usages que vous avez déjà réfléchi et testé, donc essayez de respecter l'UX ou sinon repensez votre UX complètement et validez-le. Euh, voilà, en UI, on commence aussi à penser un peu plus les animations, les transitions, comment est-ce que je vais passer d'un écran à l'autre avec un peu style. Donc voilà, donc là on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus peaufiné. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la hiérarchie de l'information, on va le retrouver ici de manière très importante, parce que du coup, c'est dans l'UI où tu choisis un peu les fontes définitives, donc les typos définitives. Et quand tu mets des couleurs, etc., bah, tu crées aussi un niveau de hiérarchie. Donc, que tu mettes quelque chose en gros et noir, bah forcément, là, c'est niveau de hiérarchie numéro 1. En petit et en gris, c'est hiérarchie numéro 2. Mais parfois, de manière un peu inexpérimentée, certaines personnes vont mettre des grands titres en très clair et des toutes petites choses en foncé. Alors ça peut fonctionner, mais il faut juste réussir à faire en sorte que ça n'a pas cassé la hiérarchie que tu voulais avoir au début. Ça, c'est très important. Ici, on va le retrouver donc sur Figma. Et alors ça, du coup, je vous invite plus à regarder, si vous êtes un peu courageux, soit des tutos sur Figma pour commencer à y mettre un peu la patte, ou sinon, là, vous avez plus l'occasion de faire appel à soit des designers, donc vous pouvez prendre des gens en stage ou des freelances pour 1 ou 2 journées, des choses qui vont pas forcément vous coûter très cher, et vous pouvez commencer à avoir les premières maquettes, avoir vos premières choses. Donc voilà. Alors là, on était très sur du maquettage que je fais à la main, etc. Et aujourd'hui, il y a une grosse mode qu'on appelle le no-code, qui permet de directement avoir quelque chose de fonctionnel. Alors, le no-code, c'est parfait pour vraiment créer son MVP ou pour faire de l'A/B test. Ça permet de très rapidement avoir quelque chose. Il y a vraiment cette notion de instantanéité, de rapidité. Et alors, ça, du coup, ça dépend vraiment des différents outils que je vais utiliser parce que parfois, ça peut nécessiter du code. Alors, on a différents outils. Ici, on a Adalo et Lenden. Je sais il y a Glide, un truc comme ça. Il y en a d'autres pour faire des applications. Donc ici, c'est Adalo. Ça permet de créer son app. Donc, avec des fonctionnalités comme celle-ci, où du coup, je vais juste glisser et commencer à avoir mes premières fonctionnalités. Donc ça, c'est intéressant de commencer à faire ça en ayant pensé en amont avec des wireframes comment je voulais le réaliser, bien sûr. On va pas commencer à créer juste en début à travers cet outil parce que sinon, voilà, vous allez être influencé par des fonctionnalités qui sont pas forcément celles dont vous avez besoin. Donc voilà, ça, c'est des outils qui sont assez puissants. Après, il y a différents types de prix. Ça peut assez rapidement vous coûter assez cher. On a Lenden. Alors ça, c'est parfait. En ce moment, c'est vraiment l'outil pour générer des landing pages. Donc lui, qui est assez cool. Donc gratuit pour sa première landing page. Si on veut commencer à faire de l'A/B test, un peu à tester différentes propositions de valeur, ça commence les prix commencent un peu à grimper. Mais du coup, très intéressant parce que je peux quand même aller assez loin dans la personnalisation. Par contre, en termes de fonctionnalité, je peux pas forcément aller très loin. C'est vraiment la landing page qui me permet de me dire, OK, soit tu achètes, soit tu t'inscris, etc. Pas vraiment plus. Et ensuite, on a alors vraiment un logiciel que nous, on utilise beaucoup chez 4060, c'est Webflow, qui est encore du no-code. Mais alors lui, là, il nécessite quand même beaucoup plus des notions de code assez particulières. Alors, je sais qu'il y a pas mal de débats sur le no-code, etc. Et je vous invite à regarder cette conférence qui veut dire que no-code ne veut pas dire qu'il n'y a pas de développement. Que vous fassiez Adalo ou Lenden, etc., vous allez forcément à un moment à être confronté à devoir développer des fonctionnalités un peu plus loin. Tu vois. Donc, sur de la landing page, ça reste très basique parce qu'on peut connecter sa landing page avec un Google Form, etc. Donc, ça reste facile. Mais sur un Adalo ou des choses pour gérer un peu des applications, et ben là, il faut le connecter avec d'autres choses, etc. Et du coup, il faut réussir à anticiper ça. Donc ça, on le verra plus tard, comment est-ce qu'on fait pour gérer un peu plus son produit. Mais revenons à Webflow. Donc Webflow qui est assez génial parce que ça permet de vraiment du coup là pouvoir créer son site web de A à Z. Donc je vous inviterai à aller sur le site, ils expliquent assez bien. Mais en gros, Webflow, c'est cette interface qu'on va voir ici. Interface un peu plus complexe, mais qui permet de vraiment personnaliser comme on veut son produit. Donc, il y a un vrai enjeu avec le no-code, c'est comment est-ce que je fais pour le scaler. Et du coup, Webflow, c'est celui qui répond vraiment aujourd'hui le mieux à cette problématique, même si du coup, on a quand même besoin d'avoir ces notions de code.
On peut commencer par quelque chose de très simple. Il y a des templates qui me permettent de créer mon premier produit, etc. Et au fur et à mesure, eh bien, je peux le modifier, le personnaliser, etc. Et vraiment partir complètement sur quelque chose qui m'appartient. Il y a aussi la notion de CMS, il y a aussi la notion de paiement. Donc là, je peux vraiment venir les agrémenter au fur et à mesure de mon produit. Donc, à ce niveau-là, bah, la scalabilité, elle est très intéressante chez Webflow. Je peux créer plusieurs produits, je peux ajouter des pages, etc., etc., etc. Alors, plus forcément je crée un produit complexe, et plus je vais avoir besoin de compétences qui savent gérer ça. Donc, pour une première landing, je peux regarder un tuto et travailler sur un template. Je vais mettre 1 ou 2 jours. Mais dès que je commence à faire quelque chose de plus compliqué, effectivement, eh bien, je vous conseille de passer plus pour des professionnels. Aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui savent faire ça. Nous, notamment, on utilise pas mal ça. Et il y a aussi, alors là, on sort un peu de l'UX/UI, mais c'est très intéressant comme outil no-code. On a Zapier qui permet, lui, de faire des automatisations. Je vous invite à regarder sur le site, c'est très bien expliqué, mais ça permet de automatiser des actions. Par exemple, si quelqu'un dans mon site m'envoie un mail pour booker une date, par exemple sur Doodle, et ben automatiquement, je peux le créer dans mon Google Calendar, par exemple. Ça parce que j'ai créé un Zap, une connexion entre deux logiciels qui permettent de créer des actions. Et donc ça, je peux en faire une infinité de choses comme ça. Et ça permet de professionnaliser un peu ces outils sans avoir à coder des robots qui vont faire des actions à notre place. Un peu dans la même idée, on a Crisp, qui du coup, ça c'est un chatbot. Eh bien, c'est une couche de code que je vais rajouter par-dessus soit Lenden, soit mon Webflow, etc. Et là, de vraiment améliorer l'expérience utilisateur, notamment l'expérience client. Et ensuite, je peux venir le paramétrer au fur et à mesure. Crisp, c'est un chatbot français que je vous recommande qui fonctionne assez bien. Alors, ici, donc, j'ai mis quelques petites règles. Donc, vraiment, voilà, attention aux possibilités. Entre Adalo, Lenden, on reste quand même assez limité. C'est très bien pour tester pour son problème MVP, mais très rapidement, on ne peut pas faire les fonctionnalités qu'on a envie de faire vraiment pour notre application. Ensuite, la personnalisation. Encore, Adalo, Lenden, c'est cool, c'est beau, mais du coup, c'est un peu comme tout le monde aussi. Ils essaient de faire des trucs au goût du jour, du coup ça fonctionne bien, mais très rapidement vous allez vous rendre compte que c'est pas adapté à votre identité. Là où Webflow, après il y en a d'autres sûrement, mais il faut regarder, il faut taper no-code sur Google et il y a pas mal de choses. Webflow permet de vraiment personnaliser son identité et d'avoir des choses assez intéressantes. Ensuite, l'itération. L'itération, c'est très intéressant, c'est vraiment dans cette notion de penser la scalabilité. Commencer par quelque chose de simple et ajouter, agrémenter des fonctionnalités par la suite. Donc, publier régulièrement et essayer de récolter des retours utilisateurs que vous pouvez avoir à travers des chatbots, etc. Et penser la scalabilité. Donc, c'est si j'ai des fonctionnalités que je veux vraiment faire par la suite, si je commence par Adalo, je sais qu'à un moment, il va falloir que je change de technologie. Ou pareil, sur Webflow, il y a des choses qui sont très bien, mais j'ai des limites. Si par exemple, je veux faire, je sais pas si mon produit est dans l'immobilier, par exemple, et que je veux un peu révolutionner l'immobilier, je vais proposer des biens, etc., avec des systèmes de filtres. Là, Webflow, comment vraiment ça a touché ses limites, et je peux pas trop faire ça. Du coup, il faut savoir que je vais devoir sortir un moment de ces environnements, et là, je vais devoir mettre un budget pour créer mon propre produit. Et du coup, c'est là où il faut réussir à l'anticiper, à savoir à comment vous allez faire ça, à quel moment vous allez toucher la limite. Donc vraiment, en tant que startup, c'est très important de penser à ça. Donc voilà pour le no-code. Alors, je vous invite à regarder, il y a pas mal de conférences aujourd'hui qui expliquent beaucoup de choses, pas mal de formations qui permettent de vous entraîner, de mettre la main à la pâte si vous avez les compétences, si vous avez aussi l'envie. C'est très sympa de commencer à pouvoir toucher son produit comme ça. Mais toutes ces étapes qu'on a vues en amont sont très importantes pour pas foncer tête baissée dans du no-code et un peu se casser la gueule. Donc voilà. Alors, quel est l'intérêt d'un proto? L'intérêt d'un proto, c'est de valider rapidement des concepts avec un S, je suis désolé. Le prototype, ce qui est très intéressant, c'est que on va forcément commencer à prioriser des choses. Donc, on va dire, OK, bon, on va commencer sur une seule chose. Et donc, less is more, c'est un peu ce principe de concentrez-vous sur la fonctionnalité qui va vraiment bien fonctionner. En gros, un peu sur le game changer. Et c'est vraiment là où, du coup, on va essayer d'avoir cette notion de rapidité et d'efficacité. Dans cette notion de prototype, on va essayer de scorer très rapidement, dire OK, qui me permet de vraiment ensuite avoir les
pour ça que les 3 mots sont connectés. Scorez ce qui est très important pour vous. Qui est-ce qui vaut 1 point, 2 points, 3 points? Celui qui vaut 3 points, c'est le plus intéressant. Bon, on va faire le proto sur ça parce que c'est l'élément différenciant. Vous, en tant que startup, c'est ce que vous cherchez. Donc, pensez scoring. C'est très important. En 2, améliorer la collaboration et la co-construction. Vous, alors, il y a différentes échelles de startup, surtout là, si vous êtes en early stage, en général, vous êtes 1, 2, peut-être 3. Donc, déjà, c'est très important la collaboration, la co-création. Ça permet d'aligner toute l'équipe, aussi bien en interne, mais aussi en externe, de montrer que voilà, vous faites des prototypes, vous les montrez, vous les testez à vos utilisateurs. Eh bien, c'est assez cool de montrer que du coup, vous avez une communauté avec qui vous travaillez, avec qui vous allez itérer sur certaines fonctionnalités. Donc, ça a vraiment de multiples avantages. Et aussi en termes de communication, donc voilà, c'est un peu dans la même idée. Communication interne, externe. Donc, plus vous êtes gros, plus du coup, c'est important que vous ne soyez pas siloté et que du coup, chacun puisse bien comprendre comment le produit peut améliorer votre concept, sachant que votre produit, c'est vraiment votre meilleur allié. Donc, il faut vraiment bien le penser. 3e, ça va être vérifier la lisibilité de l'information. Donc, aujourd'hui, l'utilisateur est de plus en plus exigeant, vraiment, sur les interfaces. Ils ont vraiment besoin aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent très, très bien, qui sont sur le marché. Donc, si vous arrivez à quelque chose de assez moyen, il va être très dur avec vous. Il faut savoir qu'environ, il y a 60% des utilisateurs qui vont quitter au bout des 3 premières secondes s'ils comprennent pas ou s'ils sont pas satisfaits. Voilà, il y a cette règle un peu des 3 clics. Si au bout de 3 clics, j'arrive pas vraiment à trouver ce que je veux, c'est une notion un peu aiguë, cette notion de 3 clics, mais c'est pour montrer un peu l'image. Si au bout de 3 clics, j'arrive pas à voir ce que je veux, je vais commencer à m'énerver et me dire, OK, c'est mal foutu, je me casse. Mais la vraie règle derrière les clics, c'est que chaque clic doit correspondre à vraiment l'intention que je vais avoir derrière. Si je sais que quand je vais cliquer, je vais me lancer dans un long tunnel parce que je vais devoir renseigner plein de choses, il n'y a pas de souci. Mais si normalement, je suis censé acheter un truc en 3 clics et au bout du 15e clic, j'y arrive toujours pas, et ben là, votre réputation, elle est pourrie. Et en gros, il y a une phrase qui dit on met à peu près, 60 ans à se créer une réputation et on peut la détruire en 5 minutes. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir des choses fonctionnelles et de les tester en amont. Donc du coup, cette lisibilité, elle passe à travers le texte, à travers les boutons, à travers la data que vous allez utiliser, à travers les parcours. Donc ça, testez-le, c'est très très important. Et aujourd'hui, on peut toujours tout réinventer. Donc, n'hésitez pas à être ambitieux et à le tester. Plus vous êtes ambitieux, plus vous devez tester. C'est aussi ça, le lien entre les deux. En 4e, définir les priorités. Ce que je disais tout à l'heure, c'est très important de faire en sorte que vous ayez quelque chose qui fonctionne bien et qui se détache aussi de la concurrence. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc, on ne peut pas tout faire d'un coup. Ça, c'est carrément impossible. On ne peut pas avoir notre Ferrari dès le début. Vous avez très bien l'image de je commence par un skateboard, après une trottinette, puis après c'est un vélo, puis après est-ce que je fais une voiture ou est-ce que je fais une moto? Et c'est en fonction des retours utilisateurs de savoir si je fais quelque chose l'un ou l'autre. Eh bien ça, c'est très important, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc on va commencer par prioriser les fonctionnalités qu'on va vouloir faire. Donc forcément, ça va me demander de simplifier mon produit, mais de l'orienter vers ce qui va être différenciant. Donc les priorités, ça va aussi permettre de mieux gérer, votre quantité de travail en interne. Quand vous savez que vous devez faire une fonctionnalité mais qu'elle doit être bien, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de travailler sur son produit. Et puis après, communiquer dessus, c'est assez important de dire, OK, nous, on va, si vous sortez une fonctionnalité, vous pouvez communiquer sur les prochaines et comme ça, vous pouvez engager vos utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent dans les startups. Ils présentent un peu les roadmaps, donc un peu toute la vision des fonctionnalités. Et puis après, les gens, peut-être qu'ils peuvent voter, peut-être qu'ils peuvent dire, ah ouais, moi, j'attends avec hâte telle fonctionnalité. Et donc ça, c'est assez sympa. Ça crée vraiment une expérience autour de votre marque, autour de votre produit. OK. Donc, là, on a vu vraiment la notion du prototype et du MVP. Et très souvent, on est confronté à cette scalabilité de comment est-ce que je fais passer pour soit, OK, j'ai validé mon MVP, je veux quelque chose qui soit plus fiable, donc c'est au niveau technologique, ou soit c'est plus, OK, j'ai fait mon prototype sur des applications no-code où du coup, je pouvais pas trop personnaliser. Et du coup, là, j'ai vraiment envie qu'on ait notre image de marque, etc. Donc, comment je fais pour passer de l'un à l'autre en, du coup, ayant une team produit, parce que là, vous allez avoir un produit, il faut
des designers en interne, en externe ou vous-même. Il vous faut des développeurs de la même manière et il faut des gens qui puissent avoir la vision de ce produit. Donc, comment est-ce que je passe de mon MVP de maquette à mon produit digital? Alors, il y a 4 éléments hyper importants que je vous conseille. Ça se trouve, il y en a plus, à vous de voir en fonction de votre expérience. Mais qui dit un bon produit dit un bon branding. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus l'identité de marque. L'identité de marque, ça va forcément influencer l'identité du produit. L'identité du produit, lui, on va le voir à travers le design system. Donc le design system, je vous expliquerai tout à l'heure vraiment en détail qu'est-ce que c'est. Ça permet d'avoir tous les composants qui vont définir mon produit, que ce soit des boutons, etc., et bien de les avoir ici donc rassemblés pour faire en sorte que quand je fasse une modification fonctionnelle, eh ben, j'ai pas besoin forcément de recréer de nouveaux composants. En tout cas, je réutilise des composants que j'ai ici et il y a vraiment une logique créative dans mon produit. Ensuite, il faut des maquettes, ce qu'on appelle au pixel perfect. Donc, c'est un peu plus technique, hein. C'est faire en sorte, je vous montrerai, c'est vraiment lié au design system, c'est faire en sorte que les proportions de chacun de vos composants fonctionnent bien dans l'image et qu'au moment de l'intégrer, ce soit pas un peu n'importe quoi, des choses désalignées, etc. Pour avoir un contenu vraiment professionnel, c'est là où du coup, on remarque vraiment la qualité de certaines interfaces et la qualité d'un produit influence beaucoup sur le comportement utilisateur. Et enfin, extrêmement important, ce qu'on appelle un backlog, mais aussi on peut appeler ça l'ensemble de mes fonctionnalités, hein. C'est là où je vais avoir toutes mes différentes specs techniques, spécifications techniques de mon produit, à savoir à quel moment est-ce que je vais les lancer. Donc on peut appeler ça aussi la roadmap produit. Je vais rentrer en détail tout à l'heure. Voilà, c'est des notions un peu plus complexes. Alors le branding. C'est très simplement parce que là, on ne parle pas forcément du UX/UI. C'est voilà, ayez votre logo, ayez votre charte graphique. Si vous voulez un produit qui soit quali, commencez vraiment à faire ça. Donc, c'est pas que le logo, hein. Il faut vraiment avoir, voilà, définissez les typos qui correspondent à votre identité. Si on est sur des choses plus rondes, voilà, on va être sur un univers un peu plus peut-être enfantin, ou peut-être un peu plus autour du jeu. Ou en tout cas, on va essayer de arrondir un concept, le rendre plus sympa, plus amical. Si on est sur des choses plus droites, on va être plus sérieux, merde, comment on appelle ça, plus ancré, plus traditionnel, voilà. Donc voilà, l'identité va vraiment énormément jouer sur la perception de votre produit et ça vous aide à lancer un produit de qualité. Une fois qu'on a l'identité, voilà, le branding, on peut faire pas mal de choses. Ah oui, j'ai oublié. Alors, pour vous inspirer dans l'identité ou dans la création de votre produit, il y a pas mal d'outils de veille. Moi, ce que je vous conseille, c'est Design Notes. Très sympa, c'est une bibliothèque de ressources pour designers. On va retrouver énormément de choses, dont le branding. Mais une fois que donc on a son branding, eh bien, on peut commencer vraiment à penser à l'identité de son produit. L'identité de son produit, il y a un outil qui nous permet de très bien le maîtriser. Quand vraiment on veut passer sur un produit de qualité, c'est le design system. Le design system, c'est un référentiel qui va déterminer donc l'ensemble des caractéristiques de la plateforme dans son design. Donc, à quoi vont ressembler les fonctionnalités, à quoi vont ressembler les composants. Donc, quand je dis composants, c'est des boutons, c'est des sliders, des listes, des cartes, etc. Et donc, c'est pour faire en sorte de synchroniser les équipes designers et les équipes de développement. Donc là, on est vraiment dans la logique de création de son produit. Alors, le design system, ça permet vraiment de garder une cohérence visuelle, pardon. Donc, c'est-à-dire que je vais pas utiliser 15 000 fois un bouton différent. Tu vois, je vais pas avoir 15 000 boutons différents. Je vais avoir un bouton, comme ça, l'utilisateur, il va comprendre que ça, c'est le bouton qui permet de faire ça. Et ça, c'est extrêmement important pour l'utilisateur. Design system, ou sinon, on peut l'appeler aussi le atomic design, parce que, inspiré des organisations un peu biologiques, on va parler de atomes, de molécules et de cellules. Par exemple, les atomes, ça va être les tout petits composants, comme des icônes. Et du coup, les atomes, quand on les rassemble, ils créent des molécules. Les molécules, ça va être du coup, un bouton qui va rassembler tel typo, telle icône et telle couleur.
Et puis après, ces molécules, quand on les assemble ensemble, ça crée des cellules. Et les cellules, ça peut être la carte produit, où on a l'image du produit, le texte et le bouton qu'on a exprimé. Donc chacun de ceux-là, c'est des molécules qui sont créées avec des atomes. Donc voilà un peu la réflexion qu'il y a autour du design system. Donc plus visuellement, on va enlever du texte. Ça ressemble à ça, un design system. Donc j'ai l'ensemble de mes composants graphiques avec mes boutons, mes différentes icônes, etc. Donc là, c'est un petit design system. On peut avoir des choses beaucoup plus élaborées, mais ça me permet de comprendre tous les différents états de mes boutons, savoir voilà quand je clique quelque chose, quand il y a une erreur, comment est-ce que du coup l'interface me dit qu'il y a eu une erreur dans ce qu'on appelle les systèmes de feedback. Bah, tout ça, il faut le penser. C'est tout un tas de composants qui vont permettre d'avoir une ergonomie intéressante dans votre design. Ensuite, il y a dans le design system ce qu'on appelle des grilles de composition. Donc, alors, juste de manière plus visuelle, voilà, ça ressemble à ça. Alors là, on va rentrer vraiment dans des choses beaucoup plus techniques. Je vais passer assez vite dessus. Mais si vous personnalisez vous-même votre produit, eh bien, vous avez besoin commencer à créer quelque chose qui soit très rigoureux. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle des grilles. Donc, en fonction de certains types de pixels, on va créer certains types de cartes. Alors, pour que ce soit plus visuel, ça permet surtout de penser responsive. Donc, du coup, en gros, les grilles permettent de définir des proportions. Ces proportions, quand du coup, on passe d'un grand écran à un plus petit écran à un mobile, mais il faut garder un peu ces proportions et réussir à faire en sorte qu'elles fonctionnent bien entre elles. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très important de réussir à penser ça, sinon, vous allez créer des expériences mobiles un peu déceptives, etc. Donc, c'est un peu dommage. Donc, réussissez à anticiper ça. Pensez toujours ce qu'on appelle mobile first. Pensez toujours à l'expérience du mobile. C'est très, très important. Alors ici, des exemples de grilles qui sont complètement différentes. Et donc ça me permet de voir que vraiment l'information est très structurée, très professionnelle. Alors soit on est sur des choses qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus espacées, avec des grilles un peu plus épaisses, ou soit des grilles très fines qu'on va retrouver ici chez Le Monde. Alors du coup là, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Mais du coup, c'est très important de faire en sorte que ce soit bien aligné, que ça corresponde bien vraiment à un produit qualitatif. Voilà. On a par exemple, ça c'est un autre exemple avec Hermès, et on voit que vraiment les choses sont alignées. Alors, c'est très intéressant pour les startups quand on a un produit, parce que du coup, quand on crée son design system, il ne sera pas parfait du premier coup, ça c'est sûr. Vous allez le créer au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de commencer à créer certaines choses par rapport à votre identité. Donc là, vous allez déjà avoir voilà, votre identité graphique. Et ben, c'est des premiers éléments que vous allez pouvoir mettre dans votre design system. Dire que les boutons sont comme ça, que le logo, il est comme ça, que le texte, il est comme ça. Et donc, comme ça, quand vous allez améliorer votre produit, vous aurez toujours cette base de référence pour faire en sorte que votre produit soit fidèle à votre image. Et c'est aussi, une fois que vous allez vouloir monter en qualité, faire quelque chose de beaucoup plus complexe, quand vous allez embaucher ou travailler avec des designers, et ben eux, ils pourront se baser sur ça pour aussi rester fidèles, ou sinon vous pouvez complètement le revoir pour repenser votre identité. Mais c'est un outil qui est très intéressant pour monter au fur et à mesure. Quand vous allez prioriser vos fonctionnalités, ben vous allez vous baser sur votre design system, etc. pour faire en sorte que ce soit quali, que ce soit fonctionnel. Et en dernière étape, donc le backlog. Le backlog qui est l'outil par excellence de la priorisation, de penser fonctionnalité par fonctionnalité, et qui permet aussi de valider son périmètre technique. Alors, je vais tout expliquer sur cette image, qui vous paraît très compliquée, mais finalement qui est assez simple. Moi, déjà, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Trello. Trello, c'est le logiciel par excellence. J'imagine qu'il y en a plein déjà qui le connaissent, mais qui permet de organiser les différentes tâches, que ce soit de sa startup, de son produit, etc. Donc là, on peut vraiment l'orienter à travers son produit. On peut créer des colonnes et moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes en phase vraiment de scalabilité de votre produit, que ça y est, votre produit, vous savez exactement ce que vous allez faire, vous commencez à investir dedans pour qu'il soit vraiment très fonctionnel, qu'il va avoir vraiment dépasser la concurrence, avoir le meilleur produit qui existe. Eh bien, vous pouvez pas tout faire d'un coup, comme je vous disais. Donc, on va réfléchir par type de ce qu'on appelle de release. Donc de mise sur le marché, de mise en prod, etc. Donc, il y a ici ce qu'on appelle différentes colonnes, donc des MMP, c'est des Minimum Marketable Product. Donc ça, c'est en gros, on définit que,
Par exemple, là, pour fin juillet 2020, il va me falloir tout ça dans ma colonne. Pour fin novembre 2020, il va falloir tout ça. Ensuite, dans chacune des cases, donc une fois que j'ai défini les différents moments où je vais faire des mises à jour sur mon produit, eh bien, il faut que mon équipe en interne puisse travailler dessus. Donc, du coup, on va prioriser les fonctionnalités en fonction de mes attendus. Alors, les fonctionnalités, on peut les voir. Chaque carte correspond à un pan fonctionnel. Ce pan fonctionnel, je peux lui attribuer plusieurs types de tags. Je peux dire la valeur qu'il représente. Donc, une valeur sur 100, de 1 sur 100, quelle valeur il représente. 100, c'est une valeur extrêmement importante pour l'utilisateur. C'est vraiment, on va peut-être dire, c'est limite la base. Puis après, on dégraisse, etc. Et parfois, donc c'est la manière un peu de prioriser ici. Qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est un peu le nice to have. Ensuite, on va dire quel type de release c'est. Donc là, vous pouvez voir que dans les types de release, on a MMP, MVP, MMR, etc. Donc, le MVP, vous le connaissez tous, Minimum Viable Product. C'est la version la plus basique de la fonctionnalité que vous pouvez avoir. Donc là, vous allez la faire, vous allez la tester. En général, elle correspond à un effort S, c'est comme les tailles de t-shirt, hein, quelque chose de très simple à faire. Ensuite, quand vous avez validé cette fonctionnalité en MVP, et ben, du coup, vous allez vouloir la faire de manière un peu plus qualitative. Donc, c'est là où on va arriver sur donc du MMR, par exemple. Donc, du coup, c'est Minimum Marketable Release. Et donc là, à ce moment-là, et ben, du coup, c'est la manière un peu plus qualifiée, un peu plus travaillée de cette fonctionnalité que vous allez faire. Et ensuite, du coup, vous pouvez mettre le type de release, l'effort que ça représente et la valeur que ça va avoir. Et ça, vous le classez par rapport à un ordre de temps. Donc ça, forcément, c'est itératif, ça met du temps à se mettre en place. C'est ce qu'on appelle une roadmap produit. Et c'est ce qui vous permet une fois que vous avez validé votre proto, que vous avez validé vos maquettes, que vous avez validé votre produit, et ben de comment est-ce que vous allez le faire vivre. Donc là où avant, on était dans une logique très UX, je vais réfléchir à vraiment des besoins utilisateurs et je ne l'ai pas encore lancé sur le marché. Une fois qu'il est lancé sur le marché et que c'est mon produit, bah je rentre dans la logique product, comme je vous explique tout à l'heure. Et la logique product, c'est inspirer des méthodes agiles. Enfin, c'est complètement les méthodes agiles, pardon. Donc, les méthodes Scrum. Et ça, je vous invite à vous documenter. Mais quand vous allez commencer à devoir travailler sur votre produit, c'est très important d'utiliser ces méthodologies parce que votre produit, il vit, il évolue, il a besoin d'évoluer. Vous vous en rendez compte avec comment justement les attentes utilisateurs changent. Donc, vous allez devoir mettre en place des méthodologies comme ça. Donc, c'est des choses qu'il va falloir anticiper et connaître et comprendre pour son produit.